Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 30 avril 2022, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur plusieurs sujets. On a parlé des élections législatives, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, on a parlé du pouvoir d'achat et on a parlé de l'Ukraine. Mais avant tout ça, il y avait une demi-heure entière consacrée à un unique sujet, l'islam. Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'exceptionnel sur ma chaîne YouTube. D'habitude je vous mets les émissions en intégralité, mais là j'ai pas envie. J'ai pas envie de participer à cette campagne permanente contre les musulmans, et donc j'ai décidé de vous couper cette première demi-heure. Mais je vais faire quelque chose quand même, qui est de vous mettre ce que j'ai dit moi, en morceaux découpés sur mes autres réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. C'est le même @, je vous l'affiche quelque part ici ou quelque part là, je sais pas trop. Vous pourrez aller regarder ces extraits-là quand je les aurai publiés. Mais j'ai pas envie que sur ma chaîne, y ait une demi-heure entière consacrée à taper sur les musulmans, ça sert à rien, ça m'intéresse pas. Et je pense que le vrai sujet en ce moment, c'est le pouvoir d'achat. Voilà, je vous laisse regarder cette partie-là de la vidéo, je vous laisse regarder du coup la partie de l'échange qui est à peu près intéressante. Et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Antoine Léaumont, bonsoir. Bonsoir. Orateur national de la France insoumise. Ça négocie en ce moment. Ça négocie. Est-ce que ça avance? Parce que hier, il y avait un premier pas, ensuite 3 pas en arrière, et puis on suspend, on reprend. Aujourd'hui, on comprend plus rien avec la France. C'est pas moi qui fais les négociations, donc je peux pas vous dire si ça avance ou si ça avance pas. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'en tout cas, tout le monde a envie de travailler à un accord global parce que c'est l'une des possibilités les plus efficaces pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale et donc appliquer un programme de rupture avec. Parce que le Parti socialiste est en mode survie. C'est-à-dire qu'on oublie les idées. Non, c'est pas vrai. On pense à l'argent, on pense au siège. Non, regardez, le Parti socialiste a rejoint plusieurs de nos propositions sur de nombreux points. Le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans, la 6ème République, même la planification écologique. Le nucléaire aussi. Je trouve que sur le nucléaire, je ne sais pas si évolue. Sur l'Europe, j'ai trouvé que c'était très intéressant la formulation qu'ils avaient faite. Ils ont dit, en réalité, il y a déjà, pour appliquer ce programme, il faudra, par la force des choses, ne pas respecter certaines règles européennes. Et ça ne sera pas la première fois que ça arrive. Mais je rappelle que le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas respecter les règles européennes sur, par exemple, le déficit à 3%. Donc vous voyez bien qu'il y a matière à ne pas respecter les traités européens. Vous êtes prêts, ça se voit. Nous sommes prêts à gouverner. Revenons sur cette une du JDD. Moi, Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, il a sorti la sulfateuse dans le JDD lorsqu'il parle de la gauche. Je souhaite qu'il reste groupé, il faut qu'il sorte de la loose. Mais pour certains de nos partenaires, gagner est une chimère. Ils ont la culture permanente de la défaite. Quelle est la culture de la loose à gauche, Antoine Léaumont? Le PS non, c'est pas ça, mais c'est là on est dans un moment. Non, mais on est dans un moment assez grave. Oui. On est dans un moment où, une fois de plus, le libéralisme l'a emporté parce que l'assurance vie du système lui a permis de le remporter au 2e tour. Pas de langue de bois, hein. Vous avez n'en aviez pas sur la laïcité. J'ai de la langue de bois. Alors qui a la culture de la loose à gauche? J'ai pas besoin de vous dire qui. J'ai besoin de comprendre. Je lis ça. C'est global, c'est-à-dire que dans le moment. Non mais dans le moment. Ça commence par ol et ça finit par lan. Dans le moment dans lequel on est, chacun peut voir qu'il y a une force qui est émergée de l'élection présidentielle et qu'il a manqué que quelques petites voix finalement pour accéder au second tour. Les électeurs de gauche ne souhaitent pas que soit reproduit ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle pour ces élections législatives. Mais pour une raison simple, c'est parce que si nous parvenons à être tous ensemble dans cette élection-là, et en réalité, nous sommes quasi en capacité de le faire, sans eux, je pense. Nous sommes quasi en capacité, en tout cas dans 423 circonscriptions, nous avions la capacité d'être au second tour. Mais si nous sommes unis, nous avons la possibilité d'avoir une majorité encore plus large. Autre salle, François Hollande est totalement has-been, alors que le train passe, il reste à quai. Et donc ça va plaire à certains socialistes qui envisagent peut-être, qui hésitent. Honnêtement, je pense que les socialistes ont eux-mêmes un bilan assez critique de François Hollande aujourd'hui. Oui, non, mais ce que fait LFI, pour le coup, est plutôt intelligent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'après une législative, qu'est-ce qui se passe normalement? Vous avez un électorat de la majorité qui se mobilise, mais un électorat de l'opposition qui est groggy et qui ne se mobilise pas. Et c'est comme ça qu'en réalité, on a ces vagues majoritaires post-présidentielles. Que fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Il dit à l'électorat de gauche, vous avez raison d'y croire, et même si vous y croyez et que vous allez voter, vous pouvez obtenir une majorité. Quand vous prenez les dernières enquêtes d'opinion, eh bien, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, une union de la gauche, même sans le PS, en réalité, eh bien, serait devant la République en marche. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un effet distordant du mode de scrutin. Si vous arrivez un peu devant les autres, vous pouvez avoir une vague majoritaire. Et donc là, pour le coup, il y a une stratégie qui fonctionne bien. On peut critiquer le moi Premier ministre,
Mais de facto, en termes de communication politique, c'est un coup de génie. Je pense que c'était simplement sur le mois Premier ministre, je pense que c'est une blague pour répondre au mois président de la République. Présentez, c'est votre affiche. Non, mais, c'est pardon, votre affiche aux je pense que législatives. la formule est une blague attendez. pour répondre à la formule mois président de la République Oui. de François Hollande. Vous pensez et l'affiche pour les législatives. Ah non mais l'affiche, non mais Jean-Luc Mélenchon est clairement candidat pour être Premier ministre. Nous sommes prêts à Et est-ce gouverner qu'il le est pays. candidat pour les législatives? Bah écoutez, il prendra la décision prochainement, mais il faut que les Français sachent qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être candidat aux élections législatives pour être Pas qu'ils Premier perdent. ministre. Il Ouais, faut bah, bien que sûr, on c'est la- verra. c'est la Je suis majorité à qui- part, statut spécial. Sans C'est manquer pas de faux. respect à Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas un peu le melon là Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que Jean-Luc Mélenchon cherche quelle est la meilleure manière de mener campagne précisément pour que nous puissions obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Si c'est en étant candidat, il sera candidat. Si c'est en n'étant pas candidat, il ne sera pas candidat. C'est entendu. Thibaut de la Tocnay. Et puis ensuite, on va parler des questions sociales et ce week-end du 1er mai. Oui, au-delà d'une certaine forfanterie, je pense, d'un égo quand même, parfois de M. Mélenchon, qui est brillant, mais qui... Bon, ils ont tous un égo en oui, politique. mais on sent cette fois vraiment que le pauvre, il a tellement envie d'être Premier ministre. Bon, mais peu importe. Il y a quelque chose d'un petit peu grotesque. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, attention, il y a cette élection présidentielle à monter qui avait finalement 3 tiers. Et le plus gros tiers... J'ai plutôt tendance à penser qu'il est du côté de Marine Le Pen. Parce qu'avec 41,5% au deuxième tour, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour voter pour elle, il fallait en avoir envie. Alors je vais même être honnête, je vais enlever sur le Et score... surtout après le débat du second tour, de l'entre-deux tours. Qui a été quand même très bon, Ah bon de Marine Le Pen. Ah bon Enfin, C'est faut quand même pas 2 fois qu'elle exagérer. fait. Hein. Non, mais c'est une question Bon, que je je veux pose. dire, il a été très bon. Enfin bon, peu importe. Ah, bon. Peu importe. Vous êtes- Sur les 41,5, Oui. j'enlève, allez, les 19% du score de Mélenchon qui sont quand même portés sur Marine On Le s'en va Pen. calculer, Je suis c'est désolé, parti. il y en a quelqu'un qui a voté pour nous. On va même les enlever. Ça n'enlève que 4 points. Ça nous met à 37,5. Ça veut dire qu'en réalité, entre le bloc Macron, le bloc de gauche et nous, c'est nous le plus gros tiers. Il y a une Et primaire. donc on ferait bien de faire attention et d'une surprise en réalité, sans forfanterie, mais je crois que je le démontre, Oui. car encore une fois, le score qu'a fait Marine Le Pen au deuxième tour, il y avait pratiquement tout l'establishment contre elle. Donc vraiment, les gens qui ont voulu voter pour elle, ils étaient convaincus. Et vous savez Et bien donc, qu'aux surtout législatives, il y a une prime aux alliances et que Non, vous mais n'avez pas surtout d'alliés. 11 candidats au premier tour Mais qui c'est étaient le contre scrutin Emmanuel majoritaire, Macron, cher hein, monsieur. ça, c'est- Oui, je De sais toute bien. façon, c'est pas la Et je vous dis, proportionnelle. vous n'avez Donc, pas d'alliance, vous donc à allez partir Bon, de là, vous partez pas. on avance. C'est ce que vous affirmez. La fête des Ah, c'est travailleurs. C'est le mode de scrutin, hein, c'est pas. Allez-y, Antoine Néaumont, très vite. Juste le mode de scrutin. Une petite chose, faire la démonstration, mais- précisément, le mode de scrutin. On a une telle avance, si vous voulez, que on ne Non. peut pas faire alliance. Le- C'est ça le problème. le mode- le mode Par de contre, des scrutin- désistements réciproques au deuxième tour, tout à fait. Le mode de scrutin aux législatives fait que, Moi, j'y suis prêt, comment nous allons avoir Écoutez Antoine Néaumont. Nous allons avoir des configurations différentes dans plein de régions de France et nous allons avoir des deuxièmes tours qui ne sont pas arrivés à l'élection présidentielle, qui vont arriver dans cette élection législative, puisqu'il y aura dans plein de circonscriptions des candidats de l'Union populaire face à soit des macronistes, soit des lepénistes. Et je pense que les candidats de l'Union populaire sont en capacité de l'emporter face aux deux, parce que nous portons les revendications sociales qui sont celles du peuple. Le SMIC à 1 400 €, on va en parler dans un instant avec le 1er mai, la retraite à 60 ans et le blocage des prix, et notamment le blocage du prix de l'essence à 1,40 €, qui est, et l'essence est encore en train d'augmenter désormais, qui est une des revendications premières du peuple français. Et c'est vrai, la priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat hein, aujourd'hui pour les Français. Oui, Benjamin non, Morel, Rapidement, Rapidement. Il faut comprendre un peu les règles du scrutin. C'est-à-dire que si vous avez une forte abstention, vous n'avez pas ce qu'on appelle des triangulaires. Et donc, c'est les deux qui arrivent aura en que des tête qui duels. peuvent l'emporter. Et donc, à partir de là, notre mode de scrutin est fait en réalité pour favoriser les systèmes d'alliance. Si vous arrivez à unifier votre camp, et là, pour le coup, c'est en train de se faire à gauche, ça s'est fait également au centre, même s'il y a la question horizon sur laquelle on reviendra peut-être, Ah oui, c'est eh bien, pas vous drôle, avez la question toutes les horizon. chances d'arriver au second tour. Le problème aujourd'hui du Rassemblement national, c'est que le camp de la droite est fondamentalement divisé. Et donc, même si vous arrivez un point derrière la gauche ou derrière la REM, eh bien, vous n'êtes pas au second tour et vous disparaissez du mode de scrutin. Votre argumentation est excellente. Il y aura effectivement, compte tenu d'un scrutin doublement, Alors, sauf s'il y a des triangulaires, hein, mais- doublement négatif, parce qu'avec ce 12,5 des inscrits, effectivement, ce qui fait qu'on aura très peu de triangulaires et beaucoup de duels, il s'agit d'être dans les deux premiers. Bon. Mais je vous signale que nous avons 159 circonscriptions où nous arrivons devant M. Macron. Donc là, mon argument, après on peut en discuter, technique, c'est de dire que nous sommes le plus gros tiers. Eh bien, on Donc, en vous discutera verrez, la semaine nous aurons prochaine. beaucoup de duels. Revenir sur la règle des 12% d'inscrits pour permettre des
côté triangulaire, c'est que là, à nouveau, on veut essayer de... Bon, là, on est en train de perdre tous les téléspectateurs, messieurs, c'est trop technique. C'est un week-end social, la fête des travailleurs. Et ça intéresse les Français. Pourquoi? Grande mobilisation ou non demain, d'ailleurs. C'est l'appel des syndicats. On va voir si l'appel de ces syndicats, beaucoup entendent cet appel ou non. Si des milliers de personnes seront dans la rue demain. Philippe Michel Klesbauer, vous êtes député MoDem du Var, vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine. Avec cette inflation, jamais vue depuis plus de 30 ans. Et cette croissance qui est à 0%. On dit quoi à ces Français dont la priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat et qui sont aujourd'hui en grande difficulté? Que cette inflation qui continue chaque jour d'augmenter, que cette croissance qui aujourd'hui s'arrête, ces deux facteurs sont dus à cette guerre aujourd'hui que nous devons arrêter à tout prix pour la population ukrainienne, pour le drame qu'elle vit et pour ce que le monde subit de cette guerre. Aujourd'hui, le monde est confronté à cette crise et demain, peut-être des crises encore plus grandes à cause de ce conflit. Ça, c'est une priorité. Et toutes les questions, toutes les suggestions, toutes les opportunités qu'il y auront pour faire arrêter cette guerre seront bonnes à prendre. Et nous devons soutenir ce que fait le président aujourd'hui, le président Emmanuel Macron, dans ses dialogues, dans ses discussions, que ce soit avec M. Poutine ou avec tous les autres partenaires internationaux, de manière à ce que nous trouvions... Monsieur le député, je suis désolé de vous dire ça, je suis retraité, je gagne 1 000 € par mois. Je dis, c'est très bien hein, votre réponse, mais oui, ça ne change rien pour mes 6 prochains mois. Donc vous faites comment pour m'aider? La réalité, c'est que les gens, même qui ont 1 000 € par mois et qui subissent cette inflation, qui subissent ce coût de la vie, et on entendait un retraité qui le disait, on ne va pas pouvoir revenir à une régulation des prix. On ne va pas pouvoir plafonner les prix, on ne va pas pouvoir revenir à une publication au journal officiel. Nous revenons sur une série d'aides qui vont principalement toucher les actifs, sur le chômage, comme vous l'avez entendu lors de votre reportage. Nous allons poursuivre cette action que nous menons depuis le début du mandat parce que le pouvoir d'achat repose sur le fruit du travail. Nous allons accompagner ça d'une forte politique sur la formation qui va permettre l'employabilité et de répondre à tous ceux qui aujourd'hui proposent des postes et ne trouvent pas des preneurs sur ces postes. Je viens d'une région où la saison touristique débute et où nous ne trouvons pas de saisonniers. Pardonnez-moi, hein, Philippe Michel Klesbauer, je me répète, je suis retraité, je gagne 1 000 € par mois, je vois que les prix sont en train d'exploser, qu'on ne m'aide pas pour l'instant. Et votre réponse, je vous ai laissé terminer, je ne sais toujours pas comment vous m'aidez concrètement. Alors, comment vous m'aidez concrètement? Je rappelle que je suis retraité, je gagne 1 000 € par mois. Et en ce moment, cette inflation m'inquiète. Et comment? Vous ne faites pas votre âge. C'est à côté Benjamin Button. Benjamin Button. Alors, qu'est-ce que vous faites pour moi, Thibault de la Tocnay? Je vais faire une réponse en 2 temps. Oui. Et qui ne se veut pas démagogique. Mais concise, s'il vous plaît. Oui, concise. Il y a des mesures d'urgence. On en a largement parlé. Ramener la TVA de 20 à 5,5, c'est donc une mesure pérenne. C'est pas seulement un coup de poing, si vous voulez, sur toute l'énergie. OK? Et suppression de la TVA sur 100 produits de première nécessité. Ça, c'est les mesures d'urgence. Et on peut en imaginer d'autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a encore 2 ans, avant que Mme Pannier-Runacher soit nommée ministre de l'Industrie, il n'y avait pas de ministre de l'Industrie au sein du gouvernement. Donc, à long terme, si on veut que la France redevienne un pays fort, il faut réindustrialiser. Ce que n'a pas fait M. Macron. Il s'est occupé du sujet dans les derniers mois. Donc, parce que, avec la crise aujourd'hui, et oui, si vous aviez encore une industrie, on le voit, l'Allemagne, elle faiblit un peu moins quand même, parce qu'elle a encore beaucoup d'industrie. Quand on pense qu'on a une balance commerciale qui est tellement négative, c'est uniquement parce que notre PIB industriel a été divisé par 2. Et ça, c'est le grand échec de la politique Macron. Et je veux rajouter, je suis en charge de ce dispositif. Nous sommes pour la réindustrialisation, mais on n'a même pas défini les sous-filières stratégiques. Vous étiez en train de parler à un retraité qui gagne 1 000 € par mois, vous m'avez toujours pas convaincu. Au début, oui, la TVA, ou encore les produits... Vous voulez que du court terme, vous voulez pas... non, mais moi je veux une situation du jour. Antoine Léaumont, est-ce que vous allez me convaincre? Eh ben, il faut donc voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, bah déjà, allez, ça y est, c'est terminé. On m'avait pas du tout convaincu. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre programme, et nous étions les seuls à le proposer, nous proposons qu'il n'y ait pas une retraite en dessous du SMIC pour une carrière complète portée à 1 400 €.
Nous voulons revaloriser le SMIC à 1 400 €. Et pour une carrière complète, il nous semble normal que des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé leurs 40 annuités, puisque nous voulons la retraite à 60 ans avec 40 annuités, puissent avoir une retraite à 1 400 € par mois. Ça semble normal. Et nous voulons porter le minimum vieillesse à 1 063 € par mois. Mais il faut aller plus loin, parce que dans la société, il n'y a pas que les vieux qui sont en difficulté, les personnes âgées, pardon, qui sont en difficulté. Il y a aussi les jeunes. Et les jeunes, on les voit dans ce que ça donne dans la France de Macron, ils font la file d'attente pour aller à l'aide alimentaire. Nous proposons qu'il y ait une allocation d'autonomie de 1 063 € par mois pour les plus jeunes. Et vous allez me dire, comment on finance tout ça, Antoine? Ça coûte cher quand même. Eh bien, on finance tout ça en partageant la richesse. D'abord, en mettant en place 14 tranches d'impôt sur le revenu pour que ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois payent davantage. Et que ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois payent moins. Mais on le reprend aussi en supprimant toutes les mesures qui coûtent énormément d'argent, comme le CICE par exemple, qui a été transformé, enfin bon, on s'en fout, c'est du détail, mais qui nous coûte 20 milliards d'euros par mois. Et il y a un dernier poste de dépense, parce que tout à l'heure, je me souviens plus, quelqu'un a dit qu'il fallait, c'était dans le sujet, quelqu'un a dit il faut dégraisser l'État, ça coûte trop cher, etc. Savez-vous qu'il y a un poste de fonctionnaire qui rapporte? Allez-y. À Bercy. Et à Bercy, on les supprime, les postes de fonctionnaires. Nous voulons leur créer 18 000 postes à Bercy pour aller récupérer l'argent de ceux qui nous le doivent. Benjamin Morel, non, pas du tout. En fait, je suis toujours retraité et je suis toujours pas convaincu par les trois propositions. Je suis pas candidat. Mais justement, aidez-moi à y voir un peu plus clair. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut dire aux Français, dans les 6 prochains mois, vous allez devoir serrer les dents? C'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer à part l'échec inflation ou l'échec rapide. On peut toucher au niveau des revenus, évidemment, mais le vrai problème, en réalité, c'est le reste à vivre. Et le reste à vivre, il passe aujourd'hui par deux postes de dépenses qui sont vraiment problématiques. D'un côté, le logement, et là, il y a un travail de long terme à faire. Et de l'autre, eh bien, vous avez évidemment la question de l'énergie. Et sur la question de l'énergie, quand on voit aujourd'hui la position de la Commission européenne et du régulateur européen sur le marché de l'énergie, on voit que pas grand-chose va bouger. C'est-à-dire que d'un côté, on a un blocage qui va être posé par Bruxelles, et de l'autre, vous avez une incapacité à penser différemment les relations avec la Russie. Donc, ce faisant, oui, vous allez payer plus. On va voir cette séquence qui, pour moi, est la séquence de la semaine. C'est Emmanuel Macron, ce vendredi, qui est dans les Hautes-Pyrénées et qui va au contact des Français. Et il rencontre une retraitée. Cette retraitée, elle lui dit, mais je gagne 880 € par mois. J'ai 300 € de loyer. J'ai 60 € de mutuelle. J'ai 3 filles et 4 petits-enfants. Je fais comment pour vivre? Et elles font en larmes. Regarde. Maintenant, je touche 986 € par mois. J'ai payé 300 € de loyer, 60 et quelques € de mutuelle. Vous avez une carrière complète? Oui, parce que j'ai le droit à travailler. C'est ce qu'on appelle le minimum contributif. Dans la réforme de que je veux faire, ce minimum contributif qui est d'un peu plus de 980 €, donc on le passe à 1 100 €. Ah, ça serait bien. Maintenant, Monsieur le Président, c'est trop tard. Parce que moi, j'ai 71 ans. Non, mais j'en ai profité de... Le minimum contributif, on va le monter pour tout le monde. Non, parce que, attendez, vous payez 60 et quelques € de mutuelle. C'est bien. 300 € de loyer. L'assurance voiture. Ah oui. Vous avez fait la l'assurance voiture, 40 et quelques. Mais je sais bien. Tout ce qui s'y ajoute, là, ça ne vient plus. Je suis tellement ému de vous voir parce que moi, je sais que vous êtes le seul vous êtes le seul à avoir les épaules. Je suis trop intimidée. Si on a la retraite minimum, tout le monde, on va la monter. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'ai 3 filles et 4 petits-enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec même pas 1 000 € par mois? Je vous dis, si vous avez la pension complète, oui, je l'ai. Eh ben, je vous dis, celle-là, elle va monter dans la réforme. C'est bien, j'espère. Mais quand? Je pense que si on concerte là, on va pouvoir le faire au début d'année prochaine. Vous avez raison quand vous dites que c'est dur d'apporter des réponses immédiates quand tous les problèmes sont des problèmes de fond et structurels. Vous le disiez aussi, c'est une question du logement. Quand on a repris sur la loi Elan, qu'on a cassé les règles pour que les collectivités puissent faire plus facilement des logements sociaux, se passer des bâtiments de France et de telles procédures qui embourbaient les dossiers pour qu'on puisse répondre. Parce que excusez-moi, mais c'est que dans le problème du budget des Français, dans cette question du pouvoir d'achat, la question du logement plus la question de l'énergie vous prend les 3/4 de votre budget. Et c'est aujourd'hui, ce sont des problèmes de fond qui sont structurels. Donc apporter des réponses immédiates quand on a besoin de faire des plans qui vont prendre du temps pour arriver à terme, c'est difficile. Mais je suis d'accord. J'ai parlé de la réindustrialisation et je voulais parler de choses de fond, mais il y a également chez nous restaurer la demi-part veuf ou veuve 1,1 milliard. Bien sûr, augmenter le minimum vieillesse à 1 000 €, c'est 1 milliard.
et revaloriser les petites retraites, un effort de 2 milliards. Donc ça répond très directement. bien tout ça, mais quand vous Mais mettez nous ça l'avons dans- chiffré et nous l'avons équilibré. Bien sûr. Pour répondre à cette dame. On baisse la Donc, TVA, on va aggraver notre déficit. Antoine Léaumont. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Antoine Très Léaumont. rapidement, cette dame donc dit qu'elle a une pension complète. Donc pension complète, 1 400 € par mois avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Ça, elle paye 60 € de mutuelle. 60 € de mutuelle, nous intégrons les mutuelles à la sécurité sociale pour faire le 100% sécu. Donc les 60 €, ils partent. Et ensuite, sur le logement, effectivement, c'est une réponse de long terme, mais pour ça, il faut construire 200 000 logements par an pour faire baisser les prix de l'immobilier et faire baisser le prix du logement. La publicité, messieurs, dans un instant. Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Voilà une déclaration qui devait rester privée, mais qui est sortie par nos confrères d'Europe 1 et qui, depuis 24 heures, fait grand bruit. Voilà ce qu'aurait dit le président. Aucune circonscription pour Horizon. Ce sont des cons. Il parle d'Édouard Philippe, me doit tout et pense qu'on est égaux. Il a fumé les vapeurs du port du Havre. Alors je vais tout de suite me retourner vers vous, Philippe Michel Klasbauer. J'étais retraité il y a quelques instants, j'ai oublié de vous dire que j'étais retraité et militant Horizon. Et que pendant 6 mois, j'ai fait campagne pour le président de la République. C'est très bien. Et que je tombe sur cette déclaration. C'est la preuve qu'avec- Je toque à votre porte, je dis, vous vous moquez du monde ou pas? Si vous avez milité pour... Alors, Moi, vous savez, j'ai eu mon investiture le mercredi soir qui précédait le vendredi, à partir duquel les inscriptions en préfecture étaient frappées de forclusion. Donc ça veut dire que tout ça, ça va être long et Ouais. que des péripéties, il y en a toujours. Maintenant, il peut arriver que des personnes que l'on aime ou des alliés, regardez, c'est le problème que nous avons avec les États-Unis ou l'Angleterre aujourd'hui, nous sommes alliés, nous nous aimons, mais de temps en temps, on dit des mots, ils nous embêtent un peu dans leur position. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Donc tout ça, ça fait partie des tensions, mais à la fin, il y aura une position où on sera tous ensemble au service du pays, je n'en doute pas un seul instant. alors aujourd'hui, vous pouvez nous assurer qu'il y aura bien des députés Horizon à l'Assemblée Moi, je nationale. ne suis pas à un niveau où je peux assurer des investitures, je vous rassure tout de suite. Je suis pas dans Bon, le alors on commissaire. va essayer de Mais comprendre que ce qu'il tout se ira passe. bien et que nous serons au service du pays, parce que j'ai servi pour Édouard Philippe, qui était Premier ministre Emmanuel Macron. Nous avons travaillé à la perfection. Nous l'avons fait ensuite avec Jean Castex. Je veux dire, il n'y a aucune raison que nous ne Mais poursuivions depuis, pas apparemment, il a fumé les vapeurs du Havre. Oui, Du mais- port du Havre. Il faut On bien dit aussi comprendre ce qui Biden, se hein. joue, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer dans un an? Dans un an, vous allez avoir des députés, si la majorité est obtenue par la République En Marche et ses alliés, qui vont se demander qu'est-ce qu'il advient de moi dans 4 ans? Parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter et qu'à partir de là, vous avez un effet des présidentielles sur les législatives. Ils vont chercher un champion. L'objectif Non. d'Emmanuel Macron, c'est d'éviter que Édouard Philippe soit potentiellement ce champion et qu'il pourquoi rallie autour Non, de non, lui non. des députés. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, il est plus tout à fait maître de son quinquennat. Souvenez-vous de Sarkozy face à Chirac, etc. Et donc, à partir de là, vous avez une volonté aujourd'hui que Horizon ne puisse soit pas constituer un groupe, soit n'est pas 1% dans 50 circonscriptions. Je vous ce qui, garantis en que fait, c'est pas ce qui entraîne, nous anime. je termine, ce qui Oui, oui, entraîne mais- un financement ensuite. Et il veut garder la Parti lumière. autonome. C'est lui le patron. Lorsque Emmanuel Macron, il y a quelque temps, disait rapport de force. pas de fusion entre Agir et Horizon, l'objectif c'était que Édouard Philippe n'ait pas de financement Je vous rassure autonome tout de suite. et donc ne puisse pas exister de Franchement, manière autonome. Je vous rassure tout de suite. C'est de la politique C'est politicienne, pas ce qui mais nous c'est préoccupe. intelligent. Moi, ce qui me préoccupe, c'est pas ce que je vais faire Ah, dans peut-être 4 pas, ans, mais 5 Macron, ans. visiblement, C'est vraiment si. la question qui m'était posée tout à l'heure. Comment est-ce que je peux répondre à cette dame ou à n'importe quel retraité ou personne qui est en dessous de 1000 euros aujourd'hui? Mais vous, j'en Qu'est-ce doute que je pas. peux faire dans les 2 mois qui viennent? Moi, dans 4 ans ou dans 5 ans, je veux dire, la question n'est pas là. Mais on est nombreux. Vous avez entendu des parlementaires qui s'expriment beaucoup, mais je veux dire, cette majorité que nous avons eue pendant 5 ans, il y avait beaucoup de faiseux, taiseux, qui étaient au travail. Vous Et êtes bon, très vertueux, mais je doute que tous les parlementaires... Antoine Léaumont. Parce qu'en on a une bonne majorité. En réalité, ce là-dessus. qui se passe entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, Monsieur le Président. c'est qu'il y a un rapport de force qui est en cours. Monsieur Philippe souhaite avoir un maximum de députés et Monsieur Macron, lui, est dans la posture traditionnelle qu'il a exercée pendant les 5 dernières années, qui est un gouvernement le plus resserré possible et le plus rapide possible, avec, il aimerait une assemblée qui soit aussi obéissante que possible. J'ai lu ailleurs qu'il voulait choisir lui-même qui seraient les candidats aux élections législatives. C'est vous dire le niveau de paranoïa presque qu'il y a chez ce monsieur. Mais pas cette information. Bah, ça a été dit assez récemment qu'il choisirait lui-même les candidats circonscription déjà par des circonscription. Faut pas écouter Faut bien tout voir. ce qui se dit à ce Faut bien. niveau-là, je veux dire. D'accord, mais la faut- réalité, faut bien c'est voir. qu'il a une Faut bien voir, majorité de clairement. sortants Faut bien voir. qui ont affronté Il toutes faut avoir les le épreuves. temps de choisir Non, mais les 577 épisodes- Non, mais déjà, personnes. déjà, il y a ça. Non, mais il faut bien important pour la suite. faut bien voir que c'est un rapport de force. Oui. Édouard Philippe sait très bien qu'il est une personnalité appréciée des Français. Et j'ai envie de faire, pour répondre à la boutade du président de la République, il dit
fumer les vapeurs du port du Havre. Je ne sais pas si vous connaissez ce tube de Fatal Bazooka dans lequel il parle de la puissance du port du Havre. Et finalement, c'est un rapport de force entre Édouard Philippe d'un côté et Emmanuel Macron. Parce qu'il faut bien, Alphonse Braun. Parce qu'il faut bien comprendre quand même qu'Édouard Philippe a un fort pouvoir de nuisance. Parce que s'il devait présenter un candidat horizon dans chacune des 577 circonscriptions, on disait tout à l'heure, il faut unir votre famille politique pour emporter les législatives. Ça veut dire que pour le coup, eh bien, il tue potentiellement la potentialité d'Emmanuel Macron d'avoir une majorité. Et ce n'est pas dans Fatal Bazooka, mais c'est dans La Beuse. La Beuse, c'est ça. Emmanuel Rupier qui me le dit. Thibaut de la Tocnay, vous n'avez pas envie de réagir là-dessus? Je préfère laisser mon temps de parole. Eh bien, écoutez, gardez votre temps de parole, puisque là, on va parler un peu d'Ukraine. Voilà, et justement, on parlait d'Emmanuel Macron qui a échangé aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky. Ça s'est passé ce midi, ça a duré près d'une heure, alors que la France a fourni des armes lourdes ces dernières semaines. Ça a été un vrai tournant, d'ailleurs, à l'Ukraine. Je rappelle, Philippe Michel Klesbauer, que vous êtes vice-président du groupe Amitié France-Ukraine. On va voir la déclaration, en tous les cas l'échange qu'il y a pu avoir entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Vous le découvrez à l'écran. La France va renforcer l'envoi de matériel militaire et d'aide. La mission d'experts français relative aux crimes commis dans le cadre de l'agression russe se prolongera. Philippe Michel Klesbauer, rapidement, on en est où aujourd'hui dans ces négociations? D'abord les négociations. Il est évident que je ne suis pas dans le secret des négociations, mais que la méthode qui consiste à continuer à parler aux uns et aux autres, c'est-à-dire à Poutine, garder la ligne avec Poutine, de soutenir le président Zelensky, c'est la ligne de conduite à tenir. Aujourd'hui, nous devons, sous couvert que nous avons une politique qui repose sur la dissuasion, c'est-à-dire que nous promettons à tout agresseur des dommages irréversibles par l'arme nucléaire, nous devons nous respecter de telles menaces et aujourd'hui nous devons prendre à la lettre les menaces de M. Poutine ou de son entourage sur la question. Moi je suis dans le Conseil interparlementaire OTAN-Ukraine depuis 2017. Depuis 2017, j'ai des camarades ukrainiens mais aussi des Roumains, des Baltes ou des Suédois qui nous font part de ces agressions et nous donnent des exemples précis. Vous parliez tout à l'heure dans votre sujet du survol de la Suède. Aujourd'hui, c'est arrivé assez régulièrement dans l'archipel du Golan où on sait qu'il y a une pression qui est mise là-dessus. Nous, en France, nous avions tendance à penser que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, n'irait pas plus loin. Tous nos partenaires de l'Europe, de l'Est et des pays baltes nous disaient c'est imminent. Aujourd'hui, nous sommes dans cette configuration. Nous savons que M. Poutine doit être pris au pied de la lettre sur les menaces qu'il nous verse. Aujourd'hui, je crois que le président de la République, quand il cherche par tous les moyens d'éviter le pire, il est vraiment sur la bonne ligne. On va écouter le général Yakovlev, qui était l'invité ce samedi de l'Info du Monde, qui est ancien vice-chef d'état-major des opérations de l'OTAN et qui... Écoutez bien ce qu'il va dire, c'est assez long, mais c'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui la menace, c'est non pas qu'une menace nucléaire, c'est la menace d'une troisième guerre mondiale, et aussi cette menace-là d'une guerre qui pourrait détruire une partie du monde. Écoutez sa réponse. Évidemment, c'est une menace parce qu'ils veulent garder l'OTAN à distance ou la contribution de l'OTAN la plus faible possible, mais chaque fois que nous répondons en utilisant leurs termes, nous tombons dans le piège de leur rhétorique. Quand ils disent, par exemple, « vous n'avez pas à intervenir en Ukraine », bon, on oublie de dire qu'eux-mêmes, en 2014, sont intervenus en Ukraine. Ensuite, lorsqu'ils disent « vous êtes co-belligérants », bon, en réalité, la Russie attaque l'OTAN. L'Ukraine est un prétexte. M. Poutine, quand il parle de grande catastrophe historique, c'est à l'OTAN qu'il pense. La chute de l'Union soviétique et son adversaire, dans son cerveau, c'est l'OTAN. Il est en train de faire la guerre à l'OTAN. Donc, quand l'OTAN croit que la guerre est une option, qu'on choisit d'y aller ou pas, c'est une erreur. La guerre n'est pas une option. Elle vous est imposée. Ici, les Ukrainiens font la guerre pour nous. Alors maintenant, est-ce que, sur les menaces russes, lorsque M. Lavrov dit la Troisième Guerre mondiale, ça sera leur choix. Très clairement, c'est leur choix. Nous, je pense que l'OTAN est prêt à participer, à aider les Ukrainiens dans une guerre, ce qu'on appelait la guerre limitée avant. Une guerre circonscrite à l'Ukraine. Dans l'Ukraine, tous les coups, entre guillemets, tous les coups sont permis.
Alors, pas le massacre des populations, mais flinguer un avion, de l'artillerie et tout, entre guillemets, c'est légal. Qu'est-ce que les Russes appellent la Troisième Guerre mondiale? Une extension du conflit? Mais c'est eux qui ont la main dessus. Nous, tant qu'on est dans un concept, tant qu'on dit ouvertement, si l'OTAN dit ouvertement, nous sommes dans un contexte de guerre limitée en Ukraine. À partir de là, camarade, tu choisis. Et s'il y a une extension du conflit, c'est M. Lavrov, c'est M. Poutine qui auront fait l'extension du conflit. Donc ils ont l'air, ils nous mettent sur la tête la responsabilité d'élargir le conflit. En réalité, la responsabilité, elle est sur leurs épaules. On leur dit ouvertement, c'est une guerre limitée à l'Ukraine. Benjamin Morel, j'ai l'impression qu'on avance petit à petit vers une ligne qu'on ne voulait absolument pas franchir, cette guerre totale ou cette troisième guerre mondiale qui n'est plus un tabou et qui l'était il y a encore quelques semaines. Je partage un peu votre crainte, même si malgré tout, j'espère que la rationalité va l'emporter tout bêtement, parce que la notion de co-belligérance, elle a de sens que dès lors qu'elle est qualifiée par celui qui considère que vous êtes un co-belligérant. On va de plus en plus loin dans l'investissement ukrainien. Souvenez-vous, il s'est passé la même chose au Vietnam, etc., où en réalité, vous mettez d'abord des conseillers, puis ensuite vous envoyez des soldats, etc., etc. Donc là, on n'enverra pas de soldats, mais jusqu'au jour où Poutine dira regardez, le canon là, il est français, et donc à partir de là, vous êtes co-belligérant, et si jamais le Kremlin n'est plus rationnel ou est à l'agonie, eh bien à ce moment-là, il peut déclencher une opération qui va entraîner une troisième guerre mondiale. Donc là, je crois que très très clairement, il est aujourd'hui nécessaire que eh bien, tout le monde peut-être redescende d'un cran, qu'on n'oublie pas la rhétorique qui était celle de la guerre froide, où en réalité, quand l'autre montait, eh bien, il fallait être capable de faire un pas en dessous, tout bêtement, pour se retrouver à nouveau autour d'une table. Oui. Aujourd'hui, on semble ne plus du tout être dans cette perspective-là, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Thibaut de la Tocquenay. Oui, c'est un sujet extrêmement grave. Je pense qu'on ne mesure pas suffisamment combien M. Poutine est encore empreint d'une idéologie post-communiste. Le terrorisme d'État qu'il pratique en bombardant Kiev, le blé qu'il faut, je rappelle, terriblement, alors un vrai génocide, parce qu'il faut se méfier aujourd'hui de communication exagérée, du côté russe évidemment, mais même du côté ukrainien. Ce qui n'empêche que pour moi, M. Poutine est en train de rejouer son Staline. Et à partir du moment où il a dit que l'Ukraine n'existait pas, ça c'est monstrueux. C'est monstrueux, parce que même Hélène Carrère d'Ancos, qui est une grande historienne très russe, elle reconnaît que l'Ukraine est une nation. Et elle ajoute même, si on pouvait douter de l'existence de l'Ukraine, compte tenu de tous les sévices qu'a fait subir à l'Ukraine les soviétiques autrefois et Poutine aujourd'hui, c'est une grande nation. Voilà. Donc, juste un mot pour dire que, oui, le terrorisme, il est du côté de Poutine. Mais cependant, et même si ce n'est pas la généralité, je crois qu'on peut peut-être se retrouver sur ce sujet. Les Américains sont parfois va-t-en-guerre et il y a au moins un pays où ils ont pratiqué le terrorisme d'État en même temps qu'ils ont commis une erreur gravissime, c'est l'Irak. Bon, donc attention à ne pas se faire embringués par eux. Ceci étant, l'idéologie mortifère, elle est tout de même du côté de M. Poutine, je tiens à le dire. Messieurs, on poursuit le débat autour de cette escalade et la sensation que cette troisième guerre mondiale n'est plus un tabou. On va réécouter les déclarations de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères ukrainien. C'était cette semaine sur cette situation de crise et juste après Vladimir Poutine qui menace les futurs co-belligérants. Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Mais bon, à la guerre comme à la guerre. Et donc Vladimir Poutine, c'était mercredi. Je dis clairement à ceux qui essaieraient de s'ingérer dans les affaires intérieures de notre pays, si cette ingérence constitue une menace stratégique directe contre nous, alors ceux qui auraient l'intention de s'attaquer à nous doivent savoir. Notre réponse sera rapide, ferme et totale. Nous avons tous les instruments, toutes les armes nécessaires pour répondre et nous les utiliserons si besoin. Antoine Léaumont.
Clairement, il est en train de mettre la pression. Il fait ce discours, si j'ai bien compris, devant l'Assemblée, devant la Douma russe. Donc, il est aussi pris dans une contrainte intérieure, Poutine, dans le discours qu'il est en train de faire à ce moment-là. Il essaie de faire le discours d'un chef d'État fort, qui ne se laisse pas faire, etc. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, nos services de renseignement ne pensaient pas que Poutine allait envahir la Russie. Donc, on n'a pas pris assez... l'Ukraine, pardon. On n'a pas pris assez au sérieux ce que nous disaient, pour le coup, les Américains sur l'imminence d'une invasion en Russie, décidément, en Ukraine. Et je pense désormais qu'il faut faire très attention quand ils font ce genre de menaces à ne pas les prendre à la légère, d'autant plus que on voit que commencent à se passer des actes qui ont mené à ce début de la guerre d'Ukraine en Transnistrie. Donc il y a déjà des indices qui nous laissent penser qu'il pourrait y avoir une extension de ce conflit. Donc encore une fois, il faut essayer de remettre tout le monde autour de la table et d'arriver à une solution diplomatique avec un cessez-le-feu et un retour de la paix, parce que sinon, effectivement, tous les éléments sont en place pour une escalade. Je voudrais juste dire un dernier truc. De fait, l'OTAN est aux portes de ce conflit. L'OTAN est juste à côté de ce conflit. Et ce que disait tout à l'heure le monsieur qui a travaillé à l'OTAN, j'ai pas retenu ni son titre ni son nom malheureusement. Yakovlev. Voilà. Et très juste. En fait, les clés aujourd'hui sont dans les mains de Poutine. L'OTAN a clairement dit qu'ils n'entreraient pas dans le conflit d'une manière qui puisse mener à une guerre mondiale. Donc tout est dans les mains de Poutine et j'allais dire c'est très inquiétant que ce soit dans les mains de Poutine. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites les services de renseignement n'ont pas vu venir. Les renseignements, on les avait tous. C'est le politique. C'est vous qui avez dit tout à l'heure. C'est le politique qui n'a pas pris... alors je me suis mal exprimé. C'est les politiques qui n'ont pas pris les choses sérieusement. C'est des gens en France qui, par anti-américanisme, avaient l'habitude de libérer une idolâtrie assez sordide envers Poutine, avec monsieur Mariani, dont on parlait tout à l'heure, qui était l'ami de Poutine, qui l'est toujours, qui était l'ami de Bachar al-Assad, qui était... promu à devenir peut-être le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le RN. Je veux dire, ces gens-là, appuyés par d'autres personnes, même chez les gaullistes, qui font un parallèle entre l'OTAN... Je vois pas bien le lien entre Thierry Mariani et un certain nombre de... Non mais attendez, j'entends, mais je vois pas très bien le lien entre Thierry Mariani et le fait que la France n'ait pas prévu l'invasion russe. Éric Ciotti, au mois d'octobre, au moment de l'affaire Aukus, dit nous devons quitter l'OTAN pour nous associer avec la Russie de Poutine. Ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, je suis dans un... vous le disiez tout à l'heure, depuis 2014, il y a des agressions, 14 000 morts dans le Donbass, 1 200 000 personnes déplacées, une offensive régulière, des tirs d'artillerie tous les jours, tous les mois des morts et des blessés, nous le savions. Oui. C'est nous, les politiques, qui étions dans une confrontation où nous avions en France des politiques qui disaient non, on doit se tourner vers Poutine, on doit se tourner vers la Russie. Non, mais sur l'invasion russe, j'ai quand même le souvenir qu'on avait le président de la République qui, à juste titre, est allé à Moscou, qui a tout fait pour négocier, mais qui, en ressorti de ces négociations avec Vladimir Poutine, disait on a trouvé une issue. C'est-à-dire qu'en sortant, on avait l'impression qu'il n'y allait pas avoir d'invasion, si vous me permettez. Mais simplement, avant le 23 février de cette année, où Poutine, dans la nuit, se met à bombarder l'Ukraine. Je veux dire, jusqu'à ce jour-là, il y avait en France des personnes qui faisaient des chroniques, des tribunes, pour dire l'OTAN nous impose sa politique. Nous devons sortir. Ah bah, la France insoumise veut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Exactement, sous couvert d'une idolâtrie pour Poutine qu'on n'a jamais voulu dénoncer. Justement, non. Il y a une différence entre le fait de dire on veut sortir de l'OTAN et dire donc ça veut dire qu'on est pro-Poutine. Moi, je suis ni pro-Poutine. Poutine est un nationaliste libéral sur le plan économique. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa politique. Et d'ailleurs, quand nous sommes allés à Moscou avec Jean-Luc Mélenchon, puisque je faisais partie du voyage, nous sommes allés rencontrer un de ses opposants à M. Poutine, qui s'appelle Sergueï Udaltsov. Mais ce que je veux dire, c'est que défendre la France, et j'allais dire la France de la manière gaulliste précisément, c'est la défendre sur le plan de l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis de la Russie, mais l'indépendance aussi vis-à-vis des autres. Nous, ce que nous défendons, c'est un non-alignement. Mais le non-alignement, encore une fois, ne veut pas dire neutralité. Là, dans ce conflit, il y a clairement un agresseur, M. Poutine, et un agressé, l'Ukraine. Si on était non-aligné, on pourrait servir de médiateur. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des
notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours énormément, donc n'hésitez pas, je les lis, je les regarde. Et parfois j'y réponds même quand j'ai un petit peu de temps. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!